L'art de l'espionnage réside dans la capacité à se fondre dans la masse, et les plus grands espions sont ceux dont on n'entend jamais parler. Cette affirmation s'avère vraie dans le cas d'Anthony Blunt. Sa vie paraissait vouée à la grandeur. Diplômé de Cambridge et lié à la famille royale, il représentait parfaitement la respectabilité de l'establishment. Son génie de polymathe, sa maîtrise de plusieurs langues et sa renommée en tant que historien de l'art de classe mondiale le rendaient pratiquement intouchable, et il le savait. Sous son vernis de raffinement aristocratique se cachait un secret qui allait ébranler la Grande-Bretagne jusque dans ses fondations. Pendant des décennies, Blunt a été espion soviétique parmi les 5 de Cambridge. Son rôle au Military Intelligence 5 puis à la cour royale britannique lui a offert un accès inédit à des informations top secrètes pendant les moments clés de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu 34 ans avant que la trahison de Blunt ne soit finalement révélée par la première ministre britannique Margaret Thatcher. Aussi choquante que fut sa trahison pour le public britannique, une nouvelle hypothèse suggère qu'il aurait également transmis des secrets aux nazis, ce qui aurait prolongé la guerre et coûté la vie à des milliers d'alliés. Qualifier Anthony Blunt d'espion le plus dangereux de l'histoire, comme certains l'ont fait, peut sembler exagéré. Mais lorsqu'on considère les informations auxquelles il avait accès, et donc le pouvoir qu'il détenait pour influencer l'équilibre stratégique des puissances, cela pourrait être vrai. Anthony Blunt est né le 26 septembre 1907 à Bournemouth, Hampshire, au sein d'une famille très attachée à la tradition de l'Église d'Angleterre. Son père, Arthur Stanley Vaughan Blunt, était vicaire puis aumônier à l'ambassade britannique à Paris. En 1911, la famille s'installa en France, où Anthony passa une grande partie de son enfance et fréquenta une école préparatoire. C'est également en France qu'Anthony développa son intérêt durable pour l'art et l'architecture français. La mère d'Anthony, Hilda, était une parente éloignée de la famille royale britannique, faisant d'Anthony un cousin au 3e degré de la reine-mère. La famille Blunt était donc bien enracinée dans les rangs de l'establishment britannique, un fait qui ouvrirait de nombreuses portes professionnelles et sociales au jeune Anthony dans son avenir. À son retour en Angleterre adolescent, Blunt a étudié au prestigieux Marlborough College de 1921 à 1926. Là, il a rejoint la Society of Amici, un groupe d'intellectuels de gauche, et en 1928, il a fondé Venture, un magazine mettant en avant des écrivains de gauche. À ce stade de sa vie, Blunt était déjà un fervent partisan du communisme international. Il a ensuite étudié au Trinity College de Cambridge, d'abord en mathématiques, puis en langue moderne, obtenant un diplôme de première classe en 1930. À l'université, Anthony Blunt a rejoint une société secrète d'intellectuels nommée les Apôtres. Dans les années 1930, l'université de Cambridge est devenue un centre de pensée et d'activité communiste et marxiste. En tant que tel, l'université était un terrain fertile de recrutement pour le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, l'agence de renseignement soviétique et précurseur du KGB. Le climat politique polarisé des années 1930 rendait les idéologies de gauche attirantes pour de nombreux jeunes hommes désabusés. La Grande Dépression, la montée du fascisme en Europe, illustrée par la guerre civile espagnole et l'Allemagne nazie, ainsi que les échecs des démocraties capitalistes occidentales, ont amené de nombreux individus à voir le communisme comme l'antidote aux problèmes mondiaux. Selon Ernest Folkman, la Grande-Bretagne d'après-guerre était une époque d'illusions brisées et d'avenir sombre, où l'idéologie marxiste a prospéré. La jeune intelligentsia, souvent issue des hautes sphères du système de classe britannique, adoptait aussi une rébellion idéologique devenue à la mode. Anthony Blunt était également homosexuel, à une époque où il était illégal de l'être en Grande-Bretagne. Cela le plaçait en conflit avec l'État et la société, ce qui a sans doute favorisé son adoption d'une idéologie opposée à l'establishment.
Sa visite en Russie soviétique à cette époque l'a également poussé encore davantage vers la gauche politique. Grâce aux apôtres, Blunt a rencontré des personnes partageant les mêmes idées, dont Guy Burgess. Également homosexuel, Burgess était charmant, plein d'esprit et enclin à des accès de comportement scandaleux. Cela contrastait avec Blunt, réservé et austère. L'engagement de Blunt avec les apôtres et ses convictions marxistes l'a clairement mis dans la ligne de mire des recruteurs du commissariat du peuple aux affaires intérieures sur le campus. L'ancien prêtre catholique et officier soviétique Theodore Marley a contacté Blunt et l'a recruté pour le commissariat du peuple aux affaires intérieures. C'était en 1933 ou 1934. Le travail principal de Blunt pour le commissariat du peuple aux affaires intérieures consistait à servir de recruteur de talent, en identifiant et en évaluant les recrues potentielles parmi les étudiants de gauche à Cambridge. Il a ensuite recruté d'autres membres du réseau d'espionnage appelé les 5 de Cambridge. Les autres membres étaient Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclan et John Cairncross. Il y avait au moins une autre personne qu'il avait recrutée, un autre apôtre et américain, Michael Straight, dont l'importance ne serait comprise que plusieurs décennies plus tard. Alors qu'Anthony Blunt est devenu connu sous le nom du quatrième homme, en raison de la révélation des autres membres du réseau d'espionnage de Cambridge qui l'ont précédé, on pense aujourd'hui que Blunt a en réalité été le premier homme recruté par les soviétiques dans le groupe qu'ils appelaient les 5 magnifiques. Il existe cependant un débat pour savoir si c'est Blunt qui a recruté Burgess ou l'inverse, Blunt affirmant que c'est le charismatique et fantasque Burgess qui l'a recruté pour la cause soviétique. Il y a eu des accusations selon lesquelles Blunt aurait utilisé sa sexualité comme une arme dans sa stratégie de recrutement soviétique, séduisant des recrues potentielles puis menaçant de les exposer s'ils ne suivaient pas l'ancienne ligne. Quelle que soit la vérité, il n'était pas contesté que Blunt a connu un grand succès en arpentant les couloirs de Cambridge à la recherche de nouvelles recrues. Étant devenu un agent dormant dans les années d'avant-guerre, la carrière d'Anthony Blunt en tant qu'historien de l'art fut remarquable et influente. Il a été élu membre du Trinity College de Cambridge sur la base de sa thèse sur la théorie artistique en France et en Italie pendant la Renaissance. Son expertise en peinture du XVIIe siècle, surtout sur Nicolas Poussin, allait être largement reconnue. C'est cependant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 qui a vu Anthony Blunt et ses camarades espions être activés pour la cause soviétique. Blunt a choisi de ne pas rejoindre le Parti communiste de Grande-Bretagne, mais ses liens communistes ont entravé sa première candidature au corps du renseignement de l'armée britannique. On dit cependant que l'important, c'est qui vous connaissez. Le baron Victor Rothschild, de la famille bancaire, faisait aussi partie du réseau des apôtres de Cambridge. À l'époque, il dirigeait la section des explosifs et du sabotage au Military Intelligence, 5. Rothschild a recommandé Anthony, ce qui a conduit à sa nomination immédiate au poste numéro 21e unité de sécurité de terrain comme officier de liaison militaire. Ainsi, bien qu'il soit connu comme un sympathisant communiste, il semble que la forte position antifasciste de Blunt ait conduit le Military Intelligence 5 à le considérer comme un atout plutôt qu'une menace. En décembre 1939, Blunt avait atteint le grade de capitaine et était stationné à Boulogne, en France, dans le cadre du corps expéditionnaire britannique. Il trouvait son rôle particulièrement morne et se demandait s'il était puni pour ses affiliations politiques passées. Cependant, son service militaire fut de courte durée, car il faisait partie de ceux évacués lors de l'opération Dynamo. De retour en Angleterre, Anthony Blunt ressentit un engagement renouvelé envers l'antifascisme. Il souhaitait apporter une contribution plus significative à l'effort de guerre et pensait que son talent pour les langues et son parcours académique faisaient du travail de renseignement le choix idéal pour ses ambitions. Sa décision de faire carrière dans le renseignement n'est pas totalement indépendante de l'influence soviétique. À l'éclatement de la guerre, le renseignement britannique manquait de force. Il y avait très peu de procédures de vérification, étant que l'on avait fréquenté la bonne école, avait de bonnes relations familiales et était généralement considéré comme quelqu'un de bien, on était accepté. Les recrues venaient en grande partie de milieux aristocratiques ou de familles ayant des liens avec des agents déjà en poste au Military Intelligence, 5 dont beaucoup, selon la secrétaire du Military Intelligence, 5 Jan Miller, étaient de jeunes hommes qui n'avaient jamais travaillé auparavant.
En raison de l'expansion rapide des services de renseignement britanniques, en 1940, le siège du Military Intelligence 5 a été secrètement déplacé dans une partie évacuée de la prison de Wormwood Scrubs, à l'ouest de Londres. La prison n'a servi brièvement de quartier général du renseignement. Lors du Blitz de Londres en 1940, la Luftwaffe a bombardé la prison, forçant le Military Intelligence 5 à déménager ailleurs. Il paraissait étrange que les Allemands visent une prison lors d'une attaque en piqué, soulevant des doutes sur un éventuel renseignement reçu par le haut commandement nazi. Blunt aurait évidemment été un suspect principal. Nouvel officier du renseignement, Blunt a été déçu d'être affecté à la division D, chargée de la sécurité militaire et non des opérations de contre-espionnage et de sabotage qu'il visait. Cependant, Anthony Blunt fut rapidement transféré à la division B, chargée du contre-espionnage contre les Allemands et les Soviétiques. Il fut vite remarqué par Guy Liddell, chef du contre-espionnage du Military Intelligence 5. Blunt avait alors 32 ans et devint l'assistant personnel de Liddell. Les rumeurs abondent selon lesquelles les deux hommes étaient plus proches que de simples collègues. À ce stade, l'investissement soviétique d'avant-guerre dans le recrutement des 5 magnifiques portait ses fruits. Blunt travaillait au Military Intelligence, 5 Burgess et Philby montaient dans la hiérarchie du Military Intelligence, 6, et Maclan était au ministère britannique des Affaires étrangères. En 1943, John Cairncross, dernier membre des 5 de Cambridge, travaillait à Bletchley Park sur les ultrachiffres. En 1942, Anthony Blunt a été chargé de diriger un projet nommé Triple X. Il s'agissait d'une opération en cours menée par les Britanniques pour surveiller les missions diplomatiques des pays neutres, dont le Portugal, l'Espagne et la Suède. Soupçonnées d'abriter des opérations de renseignement allemandes, ces nations obligeaient H.M. Blunt à mettre au point des méthodes pour intercepter les valises diplomatiques des ambassades lors de leur transfert vers leur pays d'origine. Le Military Intelligence 5 pouvait ainsi examiner et photographier leur contenu. L'équipe de Blunt travaillait avec la sécurité portuaire et la poste. Dans les ports, les courriers pensaient de remettre leurs sacs, ensuite mis dans un coffre-fort. Les agents de Blunt ouvraient dans le coffre-fort, examinaient les sacs, puis les refermaient sans laisser de traces. Des méthodes similaires étaient utilisées dans les aéroports, où les vols étaient retardés pour intercepter les valises diplomatiques. Les sacs et valises diplomatiques étant inviolables et non soumis à fouille, l'opération était donc très illégale. Le Military Intelligence 5 appréciait la capacité de Blunt à créer un réseau d'employés d'ambassade pour exécuter ses ordres, ainsi que le volume d'informations confidentielles obtenues. Le commissariat du peuple aux affaires intérieures partageait depuis cet enthousiasme, car il recevait aussi des copies photographiées grâce à Blunt. Blunt était également responsable de la surveillance des déplacements du personnel diplomatique et des ressortissants étrangers, informations qu'il remettait bien sûr non seulement au Military Intelligence 5, mais aussi au KGB. En 1944, à l'apogée de la guerre, Blunt devint agent de liaison du Military Intelligence 5 auprès du quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe. Ce poste lui donnait non seulement accès aux renseignements provenant de ULTRA, l'opération britannique de décryptage la plus secrète, mais aussi aux plans opérationnels clés, y compris l'invasion de la Normandie. Blunt rejoignit un groupe chargé de finaliser l'opération Fortitude, le plan allié destiné à tromper Hitler en lui faisant croire que l'invasion aurait lieu à Calais, pas en Normandie. Bien entendu, Blunt transmettait tout ce qu'il savait sur Fortitude, ainsi que tous les renseignements ultra auxquels il avait accès. Cela venait surtout de l'interception et du décryptage du trafic radio de la Wehrmacht depuis le front de l'Est. Ces renseignements étaient précieux pour les Soviétiques. Du contenu des conversations téléphoniques diplomatiques, des télégrammes diplomatiques déchiffrés, aux rumeurs d'agences et aux renseignements provenant des ambassades à travers l'Europe, Blunt a fourni au service de renseignement soviétique pas moins de 1771 documents entre 1941 et 1945. L'un des principaux contacts de Blunt et fournisseur de documents top secrets était en poste à Bletchley Park. John Cairncross, autre membre du réseau d'espionnage, a transmis aux soviétiques des informations secrètes sur le renseignement britannique et le décryptage des codes allemands. Cette fuite était très grave vu la nature sensible du travail à Bletchley Park.
On pourrait penser que transmettre des renseignements à l'Union soviétique, qui était alors un allié, n'était pas une infraction si grave. Même alors, il était clair que cette alliance était un mariage de raison, dicté par la nécessité de vaincre un ennemi commun. Les renseignements ultra, l'opération Fortitude et les débarquements prévus en Normandie étaient un top secret et hautement compartimentés. Une grande partie des renseignements et de la planification a été cachée aux soviétiques pour de multiples raisons valables. Blunt voulait une révolution communiste dans son pays et n'aurait pas hésité à ce que la Grande-Bretagne perde la guerre si cela pouvait conduire à une utopie communiste. L'implication d'Anthony Blunt dans l'espionnage soviétique est avérée, mais de récentes recherches indiquent qu'il aurait aussi pu participer à la trahison de l'opération Market Garden, l'une des pires affaires d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale. L'offensive alliée de septembre 1944, avec 40 000 parachutistes largués derrière les lignes ennemies, reste l'une des plus grandes invasions aéroportées de l'histoire militaire. Elle visait à capturer des ponts stratégiques aux Pays-Bas, dont celui d'Arnhem, et à faciliter une avancée rapide en Allemagne nazie. Cependant, l'opération fut un désastre, avec plus de 17 000 soldats alliés perdus dans ce qui devint l'une des dernières défaites de la guerre pour les Alliés. En plus d'avoir brusquement stoppé l'avancée des Alliés, l'échec de l'opération Market Garden a également ouvert la voie aux troupes de Staline pour atteindre Berlin en premier. Si cela ne s'était pas produit, le rideau de fer qui a divisé l'Europe en deux n'aurait peut-être été qu'une théorie pour les passionnés d'histoire alternative, plutôt qu'une sombre réalité qui a façonné la géopolitique mondiale pendant des décennies. L'hypothèse de l'auteur Robert Verka-Hake relie Blunt à une figure mystérieuse connue sous le nom d'agent Joséphine, une espionne nazie qui a transmis des renseignements cruciaux sur l'opération Market Garden aux Allemands. Les avertissements de Joséphine ont aidé les forces allemandes à anticiper et préparer une défense efficace contre les attaques alliées. L'identité de Joséphine a longtemps suscité des spéculations, mais ces découvertes récentes indiquent que Blunt aurait pu être l'espionne. À la mi-1943, les décrypteurs de Bletchley Park ont commencé à intercepter des communications signées par la mystérieuse agente Joséphine. Un officier du Military Intelligence 5 a qualifié les communications déchiffrées de meilleurs renseignements illicites jamais obtenus par l'ennemi depuis ce pays. Les services de renseignement britanniques ont rapidement identifié le contact de Joséphine, un avocat allemand du nom de Karl-Heinz Kramer, qui opérait depuis l'ambassade d'Allemagne à Stockholm, et devinez qui a été chargé d'enquêter et d'identifier la mystérieuse taupe au nom du Military Intelligence 5. Nul autre qu'Anthony Blunt lui-même. Alors que Blunt menait les premières investigations et distrayait peut-être en Grande-Bretagne, le Military Intelligence 6 avait à Stockholm Peter Falk, qui menait sa propre enquête. Falk a réussi à recruter la gouvernante des Kramer, qui avait une forte aversion pour Madame Kramer. En prenant l'empreinte de la clé du coffre-fort de Karl Kramer avec une noix de beurre froid, le Military Intelligence 6 a pu en fabriquer un double. Des copies de documents du coffre-fort contenaient des informations très sensibles sur l'effort de guerre des Alliés, accessibles seulement à une personne haut placée du renseignement britannique. Peter Falk est aussitôt reparti en Angleterre avec des copies des documents. Le 23 décembre 1943, il a rencontré Anthony Blunt au Reform Club pour discuter de ses découvertes. Après avoir dit qu'il était très préoccupé par le fait que les plans britanniques et américains pour l'Europe d'après-guerre tombaient entre les mains des soviétiques via Kramer, Blunt aurait, de façon inhabituelle, perdu son sang-froid, suggérant d'abord que les documents étaient faux, puis affirmant catégoriquement qu'il n'y avait aucune possibilité que des informations soient divulguées aux soviétiques. Blunt a quitté le club ce soir-là avec les documents en main, ayant promis d'enquêter davantage et de faire un rapport à ses supérieurs du Military Intelligence 5. Aucune preuve qu'il l'ait fait. Lorsque Blunt a finalement identifié un suspect possible, il a désigné un diplomate suédois bavard, nommé Frank Serval, comme étant la taupe. Cependant, même après l'arrestation de Serval, des informations continuaient d'être transmises aux nazis, ce qui a éveillé des soupçons selon lesquels Blunt avait protégé la véritable source, lui-même. La possibilité qu'Anthony Blunt ait également travaillé comme espion pour l'Allemagne nazie offre une nouvelle réinterprétation radicale de son héritage.
Robert Verkuyck estime que Blunt était lui-même Joséphine et que son rôle dans le sabotage de Market Garden servait à la fois les intérêts nazis et soviétiques. La théorie suggère qu'en aidant à contrecarrer l'avancée alliée en Allemagne, Blunt aurait pu servir l'objectif soviétique de contrôler l'Europe de l'Est. Si l'opération Market Garden avait réussi, il était fort probable que les forces alliées auraient atteint Berlin avant les soviétiques, ce qui aurait modifié l'équilibre des pouvoirs après la guerre. En veillant à l'échec de l'opération, Blunt aurait pu favoriser les ambitions territoriales de Staline. L'argument avancé est que la raison pour laquelle Blunt n'a pas non plus compromis l'invasion de la Normandie, c'est que l'ouverture d'un second front en Europe servait également les intérêts soviétiques. Bien que cette théorie soit intéressante, les agences de renseignement britanniques sont restées divisées sur l'existence de Joséphine, certaines la considérant comme une invention ou un nom de code pour divers agents clandestins. L'idée qu'Anthony Blunt ait pu être à la fois un espion soviétique et nazi ferait de lui l'une des figures les plus traîtresses de l'histoire moderne. Si elles étaient intéprouvées, ces actions auraient causé la mort de milliers de soldats alliés et prolongé la guerre. En servant à la fois les intérêts soviétiques et nazis, l'espionnage de Blunt a eu des conséquences de grande portée qui ont façonné le cours de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide qui a suivi. Le mystère de l'agent Joséphine ajoute une nouvelle dimension, plus sombre, à l'héritage de Blunt. Cependant, Miranda Carter, l'auteur de Séville, la biographie de référence d'Anthony Blunt, reste très sceptique quant à la possibilité que Blunt ait pu être l'agent Joséphine. Selon elle, Blunt était tellement résolument antifasciste qu'il est inconcevable qu'il ait pu espionner de quelque manière que ce soit au profit des nazis. Après la guerre, Anthony Blunt a officiellement quitté le monde du renseignement pour retourner à une vie académique. En 1945, il a été nommé conservateur des tableaux du roi par le roi George VI. Il a continué à occuper ce poste sous la reine Élisabeth II. Ce poste prestigieux l'a rapproché de la famille royale et lui a ouvert les résidences royales et leurs collections d'art. Sa proximité avec la monarchie et sa réputation d'expert en art lui donnaient une aura de respectabilité qui détournait les soupçons. Blunt a aussi été nommé directeur de l'Institut Courtauld d'art en 1947, aidant à en faire une institution mondialement reconnue. Il fut aussi professeur d'histoire de l'art à l'Université de Londres et devint vice-président de la British Academy après y avoir été élu membre. En août 1945, le roi George VI a chargé Blunt d'une mission secrète cruciale pour la famille Windsor. Blunt devait accompagner Sir Owen Moorshead, le bibliothécaire royal, lors d'un voyage au château de Friedrichshof près de Francfort, en Allemagne. Le but apparent de cette mission était de récupérer une volumineuse correspondance écrite par la reine Victoria à sa fille, l'impératrice Victoria, la mère du Kaiser Wilhelm II. Cependant, un aspect plus délicat de cette mission exigeait de la discrétion. Le véritable but de la mission de Blunt était de récupérer une correspondance compromettante qui aurait montré que certains membres de la famille royale britannique étaient bien plus que simplement sympathisants à la cause nazie. Le duc de Windsor, Édouard VIII, qui abdiqua pour épouser la divorcée Wallis Simpson, était un fervent nazi. Son engagement envers le fascisme nazi était tel que, lors d'une visite en Allemagne en 1937, Adolf Hitler avait conclu un accord pour installer le duc à la tête d'un gouvernement fantoche une fois que l'Allemagne aurait conquis l'Angleterre. Les conséquences potentielles, si ces lettres avaient été rendues publiques, étaient jugées si critiques que la mission secrète de Blunt et Moorshead fut personnellement approuvée non seulement par le roi, mais aussi par le Premier ministre britannique Sir Winston Churchill. Les deux hommes ont réussi à récupérer les lettres, mais on pense que Blunt a secrètement photographié les documents et les a transmis à son agent de liaison soviétique, Yuri Modin. Cette mission, qu'on la voit comme préservation de l'histoire royale ou dissimulation d'informations sensibles, montre la confiance de la famille royale et de l'establishment britannique envers Blunt. Bien que les activités d'espionnage direct de Blunt aient diminué à la fin de la guerre en Europe, il a conservé des liens avec des agents soviétiques. Il a continué à diffuser des rumeurs de ses anciens collègues du Military Intelligence, 5 notamment de son ex-patron Guy Liddell, et a remis des photos prises avec son Leica de documents obtenus auprès de Guy Burgess.
Ce lien a maintenu un flux d'informations vers les renseignements soviétiques, même après le changement de rôle officiel de Blunt. Il a agi ainsi jusqu'à la défection de Burgess vers l'Union soviétique en 1951, où il a coupé ses liens avec les soviétiques. Blunt a controversé en aidant Guy Burgess et Donald McLean à passer en Union soviétique. Avant l'arrivée des agents du Military Intelligence, 5 Blunt a réussi à s'introduire dans l'appartement de Burgess pour retirer plusieurs pièces à conviction compromettante, y compris des documents qui l'auraient lié au réseau d'espionnage. Cela a non seulement protégé lui-même et ses camarades espions, mais a également préservé le réseau de renseignement soviétique plus large au sein des institutions britanniques. Même après la destruction des preuves compromettantes, les soupçons se sont tout de même portés sur Anthony Blunt à la suite des défections, étant donné qu'il était connu pour être un ami et un associé de McLean et Burgess. Alors que les soupçons grandissaient, Yuri Modin, chef du KGB de Blunt, a proposé son exfiltration vers l'Union soviétique. Blunt, cependant, a refusé, étant devenu désillusionné par les applications pratiques du communisme telles qu'elles étaient observées en Union des républiques socialistes soviétiques et a préféré tenter sa chance en restant au Royaume-Uni. Il a fait face aux interrogateurs 11 fois au cours des années suivantes, mais il a toujours réussi à éviter des accusations formelles en raison d'un manque de preuves. Malgré tout cela, en 1956, le service apparemment exemplaire de Blunt envers la couronne a été récompensé par un titre de chevalier, alors qu'il y avait encore ceux qui soupçonnaient discrètement que Sir Anthony n'avait pas eu un comportement irréprochable avec les soviétiques pendant la guerre. Son statut d'historien de l'art respecté et de serviteur royal le plaçait au-dessus de tout reproche. Des fissures dans cette façade allaient cependant bientôt commencer à apparaître, alors que des événements hors de son contrôle commençaient en à se dérouler de l'autre côté de l'Atlantique. La révélation des activités d'espionnage d'Anthony Blunt est survenue grâce à une combinaison de soupçons de longue date et d'un renseignement crucial provenant d'une source inattendue. Le tournant a eu lieu en 1964, lorsque Michael Straight, ancien camarade de Cambridge recruté par Anthony Blunt, est sorti de l'ombre. Straight, candidat à un poste dans l'administration Kennedy et soumis à une enquête de moralité, a préféré révéler son passé avec les services de renseignement soviétiques, craignant d'être découvert. Michael Straight a nommé Anthony Blunt comme son recruteur pour l'espionnage soviétique, précisant qu'il avait accompli quelques missions mineures avant de renoncer et de rompre avec ses contacts communistes. Cette révélation explosive a été rapidement communiquée au service de renseignement britannique, déclenchant ainsi les événements qui allaient amener à l'exposition d'Anthony Blunt. Le 23 avril 1964, l'agent du Military Intelligence, 5 Arthur Martin, s'est rendu chez Anthony Blunt, près d'Oxford Street à Londres. Martin a informé Blunt qu'ils avaient là désormais la preuve concrète qu'il était le 4e homme du réseau d'espionnage de Cambridge. Au début, Blunt a nié les accusations maintenant la façade qu'il avait soutenue pendant des décennies. Le tournant est survenu lorsque Martin a offert à Blunt l'immunité contre toute poursuite en échange d'aveux complets. Pesant ses options et confronté à cette proposition, Blunt a finalement admis ses activités d'espionnage avec cette simple déclaration. C'est vrai. Lors de son interrogatoire, il n'a révélé que ce qu'il savait déjà connu du Military Intelligence 5. Il ne faisait aucun doute pour tous les concernés que Blunt retenait des informations. Par exemple, il n'a pas identifié John Cairncross comme le 5e homme du réseau, ce qui n'a été confirmé qu'après la défection d'Oleg Gordievsky en 1985. Blunt a retenu cette information, et qui sait quoi d'autre. Cette confession aurait dû mettre fin à la double vie de Blunt, historien de l'art et agent soviétique, mais sa position et son statut l'ont encore protégé. Les autorités britanniques ont choisi de garder secrète la confession de Blunt. Cette décision visait sans doute à éviter un embarras public et à préserver la réputation des services de renseignement britanniques et de la couronne. La question de savoir si les informations que Blunt avait récupérées d'Allemagne des années plus tôt avaient un lien avec cette décision reste ouverte. Blunt a pu garder son titre de chevalier et continuer à travailler, y compris auprès de la famille royale. Et cela même après que la reine Élisabeth II ait été informée de sa trahison. Ce n'est qu'en 1979, 15 ans après ses aveux, que les activités d'espionnage de Blunt ont finalement été rendues publiques. Cette année-là, des agents du Military Intelligence
5 révoltés par l'étouffement de l'affaire, ont révélé l'accord avec Blunt à l'auteur Anthony Boyle. Son livre, Le quatrième homme ou le climat de la trahison, suggère qu'un quatrième espion soviétique faisait partie du réseau d'espionnage de Cambridge. Bien que Boyle n'ait pas explicitement nommé Blunt, Maurice, le pseudonyme donné au personnage dans le livre, ne pouvait être que Anthony Blunt. À sa sortie, le livre a déclenché une frénésie médiatique. Comme Blunt n'avait pas réussi à empêcher sa publication par l'intermédiaire de ses avocats, le magazine Private Eye a été le premier à relier publiquement Blunt à l'affaire. Ainsi, le 15 novembre 1979, la première ministre Margaret Thatcher, répondant à une question à la Chambre des communes, a finalement révélé que Sir Anthony Blunt avait été un espion soviétique. La première ministre a révélé la vérité, non seulement sous la pression du livre de Boyle, mais aussi par une combinaison de convictions personnelles et de stratégies politiques. Margaret Thatcher a apparemment été personnellement offensée par l'accord d'immunité accordé à Blunt et considéré tout cet épisode comme une preuve flagrante de collusion au sein de l'establishment. Le choix de Margaret Thatcher a été salué par de nombreux membres du Military Intelligence, 5 frustrés par la protection d'un traître, et a lancé un débat sur la gestion du réseau d'espionnage de Cambridge et l'infiltration soviétique dans l'establishment britannique. La disgrâce d'Anthony Blunt fut rapide. Quelques heures après l'annonce de Margaret Thatcher, il perdit son titre de chevalier. La perte de son titre n'était que le début de sa disgrâce publique. Sur le plan professionnel, la réputation d'Anthony Blunt dans le monde académique et artistique s'est effondrée. Il a été démis de sa bourse au Trinity College, rompant ainsi ses liens de longue date avec l'institution où sa carrière académique avait prospéré et où sa carrière d'espion avait germé. L'Académie britannique, dont Anthony Blunt était membre, a subi des pressions pour l'expulser. Pour éviter l'humiliation de l'expulsion, Anthony Blunt a préféré démissionner. Il a aussi quitté sur le champ son poste prestigieux de conservateur des tableaux de la reine, occupé depuis 1945. Cette rupture avec la maison royale fut d'autant plus marquante que, malgré la confiance liée à sa longue relation avec la monarchie, ses activités d'espionnage étaient bien connues. La réputation de Blunt en tant qu'historien de l'art, qu'il avait construite au fil des décennies, a été irrémédiablement détruite. Son travail académique, autrefois très respecté, a été entaché par sa trahison. La révélation publique a entraîné un examen médiatique intense et une condamnation de la part du public. Blunt, auparavant privilégié dans la société britannique, est soudainement devenu un paria. Et elle a été contrainte de se retirer, se cachant de la presse et de l'indignation publique. Anthony Blunt a fait une seule et rare apparition publique lors d'une interview télévisée le 20 novembre 1979. Cet entretien, diffusé lors du journal de 10h sur Radio-Télévision Neuchâtel, a vu Anthony Blunt expliquer sa décision d'espionner pour la Russie soviétique. Il a présenté ses actes comme le fait de placer sa conscience avant son pays au nom de l'antifascisme, tout en affirmant être resté loyal envers la couronne. Il a catégoriquement nié que ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale aient mis des vies en danger, affirmant que les informations qu'il avait transmises aux soviétiques concernaient presque exclusivement les services de renseignement allemands et qu'il n'avait pas accès à des informations sur les agents britanniques ou les défenses militaires. Il a également évoqué la poursuite de son travail auprès de la famille royale après ses aveux en 1964, décrivant sa capacité à compartimenter ses rôles comme schizophrénique. Interrogé sur l'accusation de traître, Blunt a admis avoir été traité ainsi, tout en affirmant n'avoir pas trahi sa conscience. Anthony Blunt s'est alors retiré de la vie publique. Ses mémoires, rédigés après sa révélation mais publiés seulement à titre posthume en 2009, ont révélé le coût psychologique de sa double vie et l'impact de sa révélation publique. Blunt a refusé de préciser l'étendue de sa trahison. Ses écrits n'ont guère contribué à réhabiliter sa réputation, sa contrition étant attribuée au regret d'avoir perdu sa position sociale et son statut plutôt qu'à un véritable remords. À ce jour, Anthony Blunt demeure un sujet de fascination et de débat permanent. La double vie d'Anthony Blunt a été montrée dans de nombreux livres, documentaires et séries, dont The Crown sur Netflix. Les contributions de Anthony Blunt au renseignement soviétique étaient importantes et multiformes.
de la transmission de secrets ultra confidentiels pendant la Seconde Guerre mondiale et peut-être aussi de la compromission de l'opération Market Garden à la facilitation de la fuite de ses camarades espions dans les années 1950, ces actions ont fourni à l'Union soviétique une grande quantité d'informations sensibles et ont compromis de manière significative la sécurité nationale britannique. Anthony Blunt est mort d'une crise cardiaque en 1983 à l'âge de 75 ans dans son appartement de Bayswater à Londres. Privé de ses titres et de son statut, il est resté totalement impénitent. S'il est vrai qu'en plus des soviétiques, il a aussi espionné pour les nazis, alors il est indéniable que M. Anthony Blunt est effectivement l'un des espions les plus monstrueux du monde. Quelle que soit la vérité, que nous ignorons sans doute, il reste l'un des espions britanniques les plus notoires et dangereux du XXe siècle. Merci.